Alors, bonsoir à tous. Et encore, c'est le petit jingle. Et encore une petite réflexion dans cette période particulière et une réflexion générale sur le couple. Il y a un principe qui est essentiel dans la vie en général et qui est encore plus important dans le couple. C'est le principe de l'étalon. C'est-à-dire, comment est-ce que, à partir de quoi, quelle est ma mesure de base pour venir regarder le monde? Quelque chose qui est très complexe dans un couple, c'est déjà, tu prends un homme et une femme, tu prends deux personnes différentes, d'accord? Mais tu prends deux personnes qui ont eu un passif, une enfance, des modèles qui sont extrêmement différents. Et donc, par définition, on ne se rend même pas compte qu'au fond, on a des schémas préétablis en tête qui vont nous faire regarder, porter un regard sur la réalité, ce qui nous arrive, et dire ça c'est normal, c'est pas normal, ça c'est honteux, ça c'est pas honteux, ça c'est très bien, ça c'est très mal, ça c'est ceci, c'est cela. Au fond, du modèle que la vie nous a offert, notamment des modèles des parents, c'est rentré, vu qu'on a eu a priori, Béat Hachem, qu'un seul modèle de parents, d'accord? Donc, c'est extrêmement difficile pour une personne de prendre du recul par rapport aux choses qui sont pour lui des évidences. Le Rav Level, il prend toujours cet exemple, mais je pense qu'il est très important, cet exemple-là. D'accord? Imaginons quelqu'un, hein, quand il était petit, il est tombé en ski. Et, Krasnecham, il s'est fait mal à l'épaule. Et un jour, il y a quelqu'un qui vient et dit Hey, Stéphane, ça va? Il lui fait comme ça, il lui fait un petit sur l'épaule. Il dit Ah, tu m'as fait mal. Il dit Qu'est-ce qui se passe? Il dit Non, mais c'est pas ta faute, tu peux pas savoir, mais j'ai l'épaule hyper sensible. Dès qu'on me touche, j'ai très mal. Bon, maintenant, imaginez que cette personne-là, il est tombé quand il était petit, mais il ne se souvient plus, il était tout petit, etc. Il ne sait pas qu'il a un problème particulier à l'épaule. Ce n'est pas quelque chose de spécial. L'autre arrive Hey, Ethan, ça va? Ah, mais t'es un malade, pourquoi tu m'as frappé? Ça va, je t'ai pas frappé, je t'ai juste touché. Tu savais ça toucher, mais tu m'as donné un coup, mais t'es un tordu, mais t'es un violent. Donc là, on a une situation dans laquelle il ne s'est rien passé. Mais c'est très compliqué pour moi de comprendre que je fais preuve de subjectivité alors que pour moi, c'est normal. Je n'ai pas d'autre épaule. Alors, pour le coup, j'en ai deux, d'accord? Je n'ai pas d'autre épaule gauche. Je ne suis pas conscient que j'ai quelque chose de spécial. Donc forcément, je vais analyser ce que tu m'as fait comme un coup. Je comprends pas, c'est quoi un coup? Un coup, c'est un geste, un contact physique qui entraîne une douleur. Violent qui entraîne une douleur. Un coup. Définition. C'est quoi un coup? Tu m'as donné un coup. Et là, il y a une situation qui est complètement dingue, c'est que l'autre ne voulait rien, mais en plus, l'autre, il se fait agresser. Parce que l'autre ne peut même pas imaginer, comprendre que l'autre, il n'est pas en train de lui faire c'est un coup monté, quoi. C'est ce que je te dis, je t'ai touché, tu arrives, tu me sautes dessus. T'es un malade. Qui a raison? Personne n'a raison. Mais ce sont des situations qui sont extrêmement difficiles à gérer parce qu'on n'est même pas conscient qu'il y a quelque chose à discuter et à gérer et à expliquer. Si tu dis, tu comprends, tu sais que pour moi c'est difficile ceci, et tu sais que j'ai du mal à vivre cela, parce que tu sais avec mon enfance, et tu sais avec le travail, et j'ai mes expériences, etc. J'ai eu une fois, malheureusement, un couple qui était en grande difficulté, d'accord? Et notamment, une des grands problèmes, c'était que la femme elle était toujours en train de fliquer son mari. Chaque chose, ah, où tu vas, à qui c'est, elle regardait son téléphone, à qui tu parles, c'est qui celle-là, etc. Et lui, il devenait fou. Donc, comme plus il se faisait fliquer, plus il a envie d'une chose, c'était de pas être à la maison pour respirer un petit peu. D'accord? Donc, ça faisait évidemment des problèmes. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Parce que la femme, elle s'était déjà mariée, elle s'était fait tromper par son mari. Et donc, forcément, elle avait un problème de confiance. D'accord? Elle avait besoin d'être rassurée là-dessus. Mais au moins, elle savait qu'elle avait ce problème-là. Et le mari, il savait qu'elle avait ce problème-là. Donc, elle savait qu'il y a quelque chose qui était sensible, un sujet sensible ici, et qu'il faut faire attention. Mais si on n'est pas conscient, tu me dis, c'est pas possible, mais elle est complètement folle. Je ne peux pas sortir de la maison, hein, c'est la Gestapo ici. D'accord? Et elle, qui n'est pas consciente qu'elle a une sensibilité particulière par rapport à ça, elle dit, mais je ne comprends pas, il a quelque chose à me cacher. Pourquoi dès que je lui pose des questions, il fuit et il veut me cacher, il ne veut pas que je regarde. Tu as quelque chose à cacher ou quoi? Donc, encore une fois, si je suis conscient que j'ai quelque chose là-dessus qui est notable et qui mérite, qui est subjectif, alors on peut travailler avec. Mais si je ne suis même pas conscient qu'il y a une part de subjectivité dans ce que je suis en train de vivre,
eh bien, au fond, je ne sais même pas qu'il y a un sujet, donc j'ai l'impression que c'est toi qui es un fou. Et l'autre, vice-versa. Donc ça, c'est on arrive avec le package avec lequel on arrive lorsqu'on se marie. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, par rapport à ça? Quand on va se marier, on va découvrir chez notre mari, chez notre femme, plein de choses qui nous paraissent complètement dingues. Et normalement, avec les années de mariage, on va apprendre à exprimer, dire, mais tu sais, comme ça, c'est comme ça chez moi. Et ça, je trouve ça normal. Ça me dérange, ceci et cela. Et on va apprendre, un, à connaître l'autre, mais deux, à prendre du recul par rapport à nos propres habitudes, nos propres schémas qu'on aura vus dans la famille, dans les choses, etc. Et là, et c'est essentiel, une fois qu'on peut prendre du recul par rapport à ça, on peut décider c'est bon, c'est pas bon, ça me va pas, je veux rester là-dedans, je veux renforcer ça, je veux prendre du recul, etc. Mais on a déjà transformé quelque chose qui est un fait, d'accord, en un outil de travail avec lequel on va voir ce qu'on va faire, est-ce qu'on va pousser, est-ce qu'on veut, d'accord, on peut travailler, on en discute. Mais une fois que je suis conscient qu'il y a un sujet à mettre sur la table, on peut travailler. Tant que je ne suis pas conscient, c'est très complexe. Non. Maintenant, il y a une chose qui est extrêmement essentielle là-dessus, c'est qu'en fait, le cerveau de l'homme, par définition, le cerveau, il ne peut pas recevoir comment dire, des signaux, d'accord, des excitations pour tout. Parce que sinon, on deviendrait fou. D'accord? Là, quand je vous parle, il se passe plein de choses. Pas mal de choses, mais il y a un peu de bruit de fond, il y a la lumière et là-bas, ça scintille, il y a des couleurs, il y a plein de choses. Maintenant, comment ça se fait que je suis capable maintenant d'être concentré sur ce que je suis en train de vous dire? Parce que vu que le décor il n'est pas en train de bouger toutes les 2 secondes, d'accord? Globalement, là vous êtes focus sur moi et vous n'êtes pas focus sur le décor. Le décor il est toujours là. Donc votre regard il pourrait être il y a ça, 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 il y a ça. C'est pas le cas. Pourquoi? Parce que le décor est le même. Et par exemple, là, j'ai vu une vidéo sur comment faire des vidéos dans la téléconférence. Sur Zoom, on peut changer le fond. D'accord? Maintenant, si je vous fais un fond sympa, pourquoi pas? Ça peut détendre, ça peut aider, ça peut ceci, ça peut cela. Mais si maintenant, je vous mets un fond qui bouge avec des chutes d'eau, avec des feux d'artifice, vous serez incapable de vous concentrer sur moi parce qu'il y a plein de choses qui attirent le regard et qui n'est pas ce sur quoi je voudrais que le regard soit attiré. Maintenant, ce principe-là existe pour tout. Il y a des choses qui vont nous paraître normales, ne demande pas, c'est normal. D'accord, j'ai rien de spécial à faire. Donc, ça va rentrer dans l'habitude, dans la normalité. Il y a plein de choses qu'on fait, on fait plein de choses dans une journée en mode pilote automatique. Et d'une certaine manière, heureusement. Parce que si chaque chose devait être une remise en question profonde de mon existence, de ce que je veux, ma tête exploserait, j'arriverais à me concentrer sur rien. Si à chaque fois que je m'habille, je dois réfléchir, mais quel est mon style, et qu'est-ce que je veux exprimer dans l'habillement, etc., je vais devenir fou. D'accord? Ça me prend une demi-heure et tous les matins pour essayer de réfléchir qui je suis et comment est-ce que je veux paraître aux yeux des autres. D'accord? C'est pas pour rien, d'accord, qu'il y a une certaine dans le monde orthodoxe, d'accord, on va dire comme ça, le tenue pingouin, blanc, noir. Au moins, il n'y a pas un vis-à-vis des autres et tout, mais ça, c'est pilote automatique. Pourquoi? Parce que j'ai décidé que je veux ressembler à quelqu'un pour qui la Torah, c'est important. Au-delà de ça, mais moi, mais mon style, ceci, cela, etc., ce n'est pas une chose qui doit m'occuper ma tête. D'accord? Donc, encore une fois, ma tête est occupée par certaines choses et pas par d'autres, et c'est très bien comme ça. Maintenant, qu'est-ce qui va me paraître la normalité? Ça va provenir de quelque chose qui est l'habitude. Ce que mon regard a l'habitude de voir, ça paraît normal. Une fois que ce fond-là est habituel, vous ne faites pas attention. Mais imaginez maintenant que je vous change de fond et je vous mets un fond, je ne sais pas, avec je suis en haut de l'Himalaya. Eh bien, ça va vous prendre du temps à être capable de me regarder moi et pas de regarder le paysage qui est derrière. Et c'est normal parce qu'on n'est pas habitué à voir l'Himalaya. D'accord? Donc, lorsqu'il y a quelque chose qui sort de ma habitude, je vais recevoir d'un coup des signaux qui vont venir m'occuper l'esprit et je vais me poser la question, qu'est-ce que j'en pense, ceci, cela, etc. Maintenant, tout ce qui nous entoure, ça va changer mon regard sur la normalité. Et là, on a une arme qui est extrêmement importante dans le couple, d'accord? C'est de dire que j'ai tout intérêt à mettre dans ma normalité des habitudes positives. C'est-à-dire que si je vois toute la journée des séries où le rapport homme-femme, c'est du n'importe quoi, où les gens ils se font des vannes les uns aux autres, où il y a de la violence, où il y a des gros mots, où il y a des choses, etc. Ma normalité de parler,
c'est de parler comme ça, avec des gros mots. Ma normalité de relation, c'est de la violence. Ma normalité de réaction, c'est de la moquerie. C'est tout simple. D'accord? Psychologiquement, cognitivement, c'est normal pour moi, j'entends quelque chose. La réponse naturelle normale, c'est quelle blague je vais faire. Éventuellement, je peux décider de ne pas faire de vanne. Mais la normalité, c'est de faire une vanne. Et la réflexion peut m'amener à décider de ne pas le faire. Mais forcément, vu que je ne suis pas tout le temps en train de mode, attends, mais attends, là, qu'est-ce que je dis, etc. Donc, je vais me retrouver à faire beaucoup de vannes. Je vais me retrouver à regarder les filles dans la rue. Je vais me retrouver à me demander est-ce que tout le monde me regarde dans la rue. Je vais me retrouver à juger les gens. Je vais me retrouver à me comparer. Je vais me retrouver à être jaloux. Je vais me retrouver à envier, etc., etc. C'est-à-dire que si je m'entoure d'un univers où toute la journée, les messages que je reçois sont ces messages-là, et bien ça va être mon naturel. Est-ce que je vais faire ça 100% du temps? Non. Mais il y a une grande partie de mes réflexes qui vont venir se coller à ces choses-là. Maintenant, si au contraire, je m'entoure d'habitudes positives et saines, eh bien, je vais pouvoir utiliser cette arme pour faire des choses sans faire d'effort. Prenons un exemple. Si je suis habitué d'un endroit où il y a un langage qui est un certain niveau de langage, d'accord? Ou dans lequel on ne va pas dire de gros mots, on ne va pas dire d'insultes, on ne va pas dire de choses vulgaires. Encore une fois, ce n'est pas une question d'une finesse d'âme. C'est-à-dire que pour moi qui n'entends jamais de gros mots et les gens autour de moi ne disent pas de gros mots, pour dire un gros mot comme ça, pour donner un exemple dans un cours, même là maintenant, j'arrive pas à le dire, ce gros mot. D'accord? Enfin, moi, dans des cours, je fais des introductions. Oui, ce que je veux dire, c'est un peu violent, etc. Mais bon, vous comprenez que parfois, dans l'univers de la personne, ça peut sentir un peu bouleversant. Qu'est-ce qu'il y a de violent dans ce que tu as dit? C'est pas ton problème, quoi. Mais si tu vis dans un monde comme ça, naturellement, tu vas parler comme ça. Si toute la journée, tu entends des « tu n'as pas bien fait », et c'est toi, et c'est ta faute à toi, naturellement, quand il va t'arriver quelque chose, tu vas dire « elle est où la faute ?» Parce que ça va te rentrer en toi comme la réaction naturelle qui n'est pas bien autour de moi. Éventuellement, tu vas pouvoir, dans une deuxième temps de réflexion, te dire « mais attends, mais peut-être… » Mais ça va être un deuxième temps. C'est-à-dire qu'on a une arme, un outil qui est essentiel, c'est que l'entourage, quand je vais décider de créer mon univers, je vais décider de me créer un univers qui va me donner des automatismes positifs. C'est bête. Il y a des automatismes de dire bonjour quand j'entre. Des automatismes de dire s'il te plaît. Des automatismes de demander. Des automatismes d'être reconnaissant. Des automatismes de juger positivement. Je vous donne un truc bête, d'accord? J'ai vu sur, je sais pas, quelqu'un avait mis sur WhatsApp une vidéo où on voyait Netanyahou qui disait, il y a une journaliste qui interviewait Netanyahou sur la situation et il disait alors qu'est-ce qui se passe, d'où vient le salut, comment est-ce qu'on va être sauvé de cette situation? Et Netanyahou il dit je prie le créateur du monde pour qu'il nous fasse, etc. Et la journaliste elle lui dit non mais moi ce que je pensais c'était pas le créateur du monde, je voulais dire je pensais plutôt à l'Institut Weizmann. Il dit vous savez que même l'Institut Weizmann il prie, d'accord? Bon, moi je trouvais cette vidéo incroyable et je l'ai pris, je l'ai fait tourner. Et les gens qui m'ont dit quelle honte, vraiment, c'est honteux. Qu'est-ce qui est honteux? Je ne comprends pas. Pas rien de honteux. Et j'ai compris que les gens, qu'est-ce qu'ils avaient regardé? La réaction de la journaliste qui lui dit, lorsqu'il lui dit c'est Dieu, il lui dit, moi, j'ai même pas vu la journaliste là-dedans. Qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu Netanyahou qui dit que, bon, c'est quand même pas mal, qui dit que c'est Hachem qui dirige le monde. Waouh, regardez quand même, regardez. Encore une fois, c'est vrai qu'il y a une journaliste qui dit non, c'est l'Institut Weizmann et qui s'énerve. Mais mon regard, je n'ai pas fait attention à ça. Ah, parce que Ethan, non, Ethan, il n'est rien. Mais quand tu t'entoures d'un univers dans lequel tu poses ton regard sur ce qu'il y a de bien, bah ton regard est naturellement posé sur le bien. D'accord? Je ne sais pas si vous avez cet exemple, s'il y a ici d'autres Israéliens, enfin j'en vois, d'accord? Mais naturellement, même après moi 10 ans en Israël, ou Baruch Hashem, je pense que je lis l'hébreu
de façon plutôt fluide, d'accord? Lorsqu'il y a un panneau de signalisation, naturellement, mon regard va se porter sur l'anglais. Et pourquoi? Est-ce que je parle mieux anglais que hébreu? Je ne pense pas. Je pense que je parle mieux hébreu qu'anglais. Mais mon regard est habitué aux lettres latines et donc mon regard va se mettre sur les lettres latines. Donc, c'est-à-dire que j'ai un panneau avec deux choses qui prennent exactement la même place. A priori, même l'hébreu en prend peut-être plus. Mais par l'habitude, j'ai l'habitude de voir des lettres latines. Donc, mes yeux vont sur les lettres latines. Donc, moi, j'ai l'habitude de voir du bien et donc je vois du bien. Pas parce que Ethan, il est super, mais parce que je suis dans un univers de gens qui voient du bien. Et là, je parle d'une chose qui malheureusement m'a fait de la peine aujourd'hui dans ce sujet-là. Mais c'est les réseaux sociaux, les WhatsApp, les Facebook. Parce que tu te retrouves rapidement, donc tu passes, tu scrolles, tu vas passer le temps. Pas parce que tu penses que c'est très important et que tu cherches une information. Bon, tiens, tu veux voir ce qui se passe. Et tu vas voir, lui il dit, lui c'est une pourriture, et non, lui c'est une pourriture, et toi tu es un gros nul, et non, c'est toi qui es un gros nul, etc., etc., etc. Tu vas voir des choses vulgaires, tu vas voir des choses grossières, tu vas voir toutes ces choses-là, elles vont venir faire partie de tes automatismes de relation au monde. Et donc après, ce que tu ne comprends pas, c'est que lorsque tu vas rentrer chez toi, tu vas parler avec ta femme, lorsque tu vas rentrer chez toi, tu vas parler avec ton mari, alors dans le cas de confinement, tu n'as même pas besoin de rentrer chez toi, tu vas avoir un regard grossier, agressif, négatif, vulgaire sur ta famille. Tu vas avoir un regard agressif, négatif, vulgaire sur tes enfants. Et tu vas avoir un regard négatif, agressif, vulgaire sur Hachem et sur la Torah et sur tout. C'est-à-dire que toi, tu ne t'es pas rendu compte. Entre guillemets, je ne cherchais pas à faire du mal là-dedans, juste mais tes yeux, ils ont inspiré, ils se sont complètement sauvés, comme on dit, ils se sont rassasiés, comme on dit en Agmara, ils se sont rassasiés de certains modes de relation au monde. C'est ça qui va devenir ton mode naturel. Donc, c'est extrêmement important, comme on l'a dit, premièrement, d'être conscient qu'on a des schémas de base. Ça va nous permettre de prendre du recul par rapport à ça. Très bien. Une fois qu'on a dit ça, il faudra également être capable d'utiliser ça pour nous donner des schémas de base qui sont positifs et donner à nos enfants des schémas de base qui sont positifs. C'est extraordinaire quand tu vois un enfant de 6 ans, 7 ans qui va voir son petit frère et qui va lui parler de façon encourageante. Il dit, ah, il est très beau ton dessin. D'où il a appris à dire qu'il est très beau ton dessin? Comme lui, il a vu ses parents, quand il faisait un dessin, il dit, il est très beau ton dessin. Quand il voit son petit frère qui lui montre un dessin, il dit, il est très beau ton dessin. D'accord? La vérité, c'est que c'est qu'on appelle en hébreu, c'est un kish-couche, c'est un gribouillage, le dessin du petit. Mais l'enfant a pris comme schéma que quand on me montre quelque chose, quand quelqu'un est content de montrer quelque chose, je lui fais part du fait que je trouve ça bien. Mais si il s'est pris dans un truc, il a regardé la télé, il a échangé avec les copains, etc. Vous croyez que c'est quoi le niveau de conversation? C'est quand on montre quelque chose, je trouve que c'est très bien. Non, après, c'est qu'est-ce que je peux dire comme blague là-dessus? C'est nul. T'es un bébé. C'est pas beau. C'est du gribouillage. On comprend rien, etc. Donc, en donnant à nos enfants des schémas positifs, tu vas mettre ce qu'on appelle dans les balais moussard la nekudat abechira, le point de choix à un niveau qui est beaucoup plus grand. C'est-à-dire que il y a des gens qui vont se dire, quand ils voient de l'argent par terre, est-ce que je le vole ou est-ce que je regarde à droite à gauche avant de le prendre, voir si quelqu'un n'a pas perdu? D'accord? Et il y a des gens qui, naturellement, quand ils voient de l'argent par terre, ils vont se dire, est-ce que j'attends sur place qu'ils reviennent ou est-ce que je mets des affiches partout dans le quartier pour le rendre? Ce n'est pas tellement que le deuxième, c'est quelqu'un qui est mieux que le premier. C'est quelqu'un dans le deuxième qui a, soit par ses choix à lui, soit par le choix de ses parents, soit par l'environnement qu'il a vu, l'idée même de venir voler quelque chose ou de prendre quelque chose qui ne lui appartient pas n'existe pas chez lui. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas vu cet exemple-là. Mais si, et on parle aussi de l'éducation des enfants, depuis que tu es petit, tu vois du matin jusqu'au soir des images de violence, de vol, de prendre, etc., bah c'est ça ton réflexe. Moi, je vois j'étais ado, d'accord, il y avait un jeu vidéo, on jouait à un jeu vidéo, il y avait un jeu vidéo qui était sorti, je ne sais plus exactement ce nom, bon, on s'en fiche de toute façon du nom, c'était un jeu d'une violence incroyable. Ça, c'est un jeu intérieur moins de 16 ans.
D'accord? On jouait avec ça. Bon, d'accord, à cette époque, je n'étais pas conscient de ce que je dis aujourd'hui. Et donc, on jouait à ça. Une des trucs dans ce jeu, c'était que tu pouvais braquer des gens, leur prendre, tu les tues, d'une violence incroyable. Tu leur prends leur argent, leur sac, et après tu leur prends leur moto, et avec ça, tu voles une voiture. Euh, Horriblissime. C'était ça le jeu auquel voilà. Et j'ai un petit frère qui est beaucoup plus jeune que moi, donc il doit avoir peut-être 4 ans à l'époque, un petit mignon bout de chou. Et un jour, on marche dans la rue et il voit un policier sur une sorte de mobilette. Et là, il dit, viens, on prend un flingue, on bute le flic et on lui prend sa mobilette. Non, il a 4 ans, le gosse. Et là, quoi, il est mauvais, il est méchant, il est trucs ça. Non, il était dans la chambre, il a vu les grands qui jouent comme ça dans le jeu. Et lui, c'est ça son automatisme. Quand il voit une mobilette, il se dit, est-ce que je peux la voler? Alors toi, tu as découvert ça quand tu avais 16 ans, donc tu as appris qu'on ne vole pas les mobilettes. Mais si tu n'as pas fait ce travail en amont, si c'est ça que tu prends au biberon depuis que tu es petit, c'est ça ton mouvement premier. Et ce gosse, même peut-être que quand il aura 20 ans, il ne va pas voler des mobilettes. Mais son mouvement premier, c'est qu'est-ce que je peux prendre pour moi? Alors que si je m'habitue à me construire un univers positif, mon mouvement premier, c'est qu'est-ce que je peux faire pour vous? Et ça, c'est essentiel. Et je le dis notamment là dans cette période de confinement, d'accord? Et on va bientôt laisser la parole à Raphaël. Mais on est coupé de notre monde habituel. On ne voit plus trop les collègues, on ne voit plus les clients, on ne voit plus les gens dehors, etc. On est chez nous à la maison. On est un peu notre arche de Noé. À nous de nous reconstruire cet univers. Si on va se mettre toute la journée sur Facebook, prendre des choses négatives, des choses méchantes, des choses vulgaires, etc., on est encore en train de prendre chez nous à la maison cet univers qui nous tire vers le bas, qui nous salit, qui nous donne des mauvais automatismes. À nous de créer un bon univers. D'accord? Baruch Hashem, sur exactement la même adresse, il y a des cours tous les matins. Tous les cours tous les matins à partir de 8 heures d'Israël. Tu te réveilles le matin, tu prends, tu as commencé à regarder pendant. Encore une fois, ce n'est pas parce que je pense que ce que je dis, c'est des choses tellement génialissimes. Mais n'empêche, tu t'es levé, tu as vu quelqu'un qui est là, qui essaye à son niveau de réfléchir sur la vie et où je vais, quels sont mes objectifs et quel est le bien. Après, on va parler pendant une demi-heure, on va parler de qu'est-ce que je dis, de réfléchir à mes paroles, de parler positivement. Attention, ça peut faire du mal, de penser à l'autre, penser aux conséquences. Qu'est-ce que tu crois, comment tu crois que ta journée elle va être derrière? Tu vas sortir de ça, tu vas commencer à sortir des vannes et à être agressif avec ta femme, avec tes enfants, etc. Évidemment que ça va élever la relation que tu as avec ta femme et tes enfants. Évidemment que tu vas parler différemment. Je vous dis, j'étais choqué aujourd'hui de cette histoire. J'ai vu un truc sur Facebook, il parle mal, mais douleur, tu peux pas imaginer. Alors, j'ai dit, je ne peux pas ne pas répondre. Et j'ai répondu, mais en mode, tu sais, viens, on étudie les lois de la Shonara ensemble le matin, genre pas pour faire polémique. Et je vois, il s'en fout de ce que je dis. Pourquoi? Parce que quand tu étudies tous les jours Ilkhot la Shonara, tu vis dans un univers où c'est normal pour toi de faire attention à ce que tu dis. C'est normal pour toi de dire des choses bien. Quand tu veux dire quelque chose de pas bien, ça choque l'oreille. Le mot nul, pas bien. D'accord? Elle rigole enfin quand je dis le mot pas bien comme une insulte. D'accord? Mais même le mot pas bien, c'est pas pourquoi tu dis pas bien. Moche. Pourquoi tu dis le mot moche? Pourquoi tu dis le mot sale? Pourquoi tu. Je sais pas. Ça. Alva et que quand on va dire le mot sale, évidemment, le mot sale, il existe dans la langue française. Donc, il y a des choses qui sont sales. D'accord? Donc, parfois, il faut l'utiliser, ce mot sale. Mais ça doit pas être ton automatisme. Ton automatisme, c'est dire propre, c'est dire beau, dire génial. Et parfois, tu sais qu'il faut. Mais ça demande une réflexion. Ton cerveau, il est passé par là. Mais ce n'est pas de dire, oh, il y a déjà sale qui m'est sorti de la bouche et après, j'essaie de rattraper mes paroles pour dire, peut-être en fait, il y a d'autres façons de le dire et peut-être qu'il y a quelque chose de bien à dire là-dessus. D'accord? Il y a une histoire intéressante dans la Gemara où il y avait un chien mort, une charogne de chiens dans la rue. Et il y avait un Rav qui passait avec ses deux élèves. Et un, il a dit, ah là, mais qu'est-ce qui pue ce chien mort? Et il dit, lui, il sortira rien de bien de lui. Je comprends pas. Il pue, qu'est-ce que je dis? Il pue. Il n'a rien dit de spécial. Il a pas dit un chien mort. Ça pue, d'accord? Il dit pourquoi il sortirait mal? Pourquoi il a regardé ça? Pourquoi c'est naturel pour lui? C'est vrai qu'il pue peut-être, mais pourquoi c'est ça qui lui sort de la bouche? Il dit mais qu'est-ce que tu aurais dit toi? J'aurais dit regarde comme il a les dents blanches. C'est-à-dire que
Naturellement, et peut-être Raphaël va nous dire, il va nous dire la source, la page où c'est écrit, d'accord? Mais naturellement, mon regard premier se porte sur ce qu'il y a de bien. Mon regard premier se porte sur ce qu'il y a de beau, sur ce qui marche, sur ce que je veux, sur le bien. Et c'est un bonheur de vivre avec quelqu'un qui est comme ça. Tu vas voir que toutes tes relations, elles vont être magnifiques. Donc, je vous le dis et je vous invite, surtout dans cette période de confinement, on a la possibilité de se recréer notre monde virtuel. D'accord? Donc, comment il est ce monde? Est-ce qu'il est beau? Est-ce qu'il est bien? Est-ce qu'il a des valeurs? Est-ce qu'il parle gentiment? Est-ce qu'il veut construire? Et vous allez voir que ça va vous transformer et ça va rajouter toutes ces belles valeurs, toutes ces belles choses dans votre couple. On se retrouve, Zat Hashem, demain. Et comme j'ai dit,